Salam alaikum, Azulf Laoun, bonsoir. Il y a des élections qu'il valait mieux ne pas tenir. La présidentielle algérienne où le président Al-Majid Tebboune a eu son second mandat fait partie de celle-là. Il en est sorti doté d'un déficit de légitimité encore plus béant qu'en 2019. Quand, dans la précipitation de trouver un successeur valide, Abdelaziz Bouteflika, Tebboune fut installé en sourdine à la tête de l'État. L'élection présidentielle du 7 septembre a été marquée par une abstention massive. Le régime prouve une nouvelle fois qu'il est en crise. Une crise de légitimité politique, mais également sociale et économique qui pousse chaque année une jeunesse à fuir le pays. Tebboune voulait une élection dont le seul enjeu est le taux de participation pour combler son déficit de légitimité originelle. Il se retrouve non seulement avec une abstention record confirmée, des chiffres abracadabrants et une image d'une Algérie nouvelle ternie, aussi bien à l'égard des Algériens qui ne se sont visiblement pas rendus aux urnes qu'à l'égard de la communauté internationale. Il est vrai que certains pays se sont précipités pour féliciter M. Tebboune pour sa réélection. Ces félicitations ne présagent rien de leurs vraies analyses de la situation. Elles reflètent une démarche diplomatique courtoise et protocolaire. C'est le cas de la France, de la Turquie, de l'Iran, du Qatar ou de l'Espagne. Mais ces félicitations internationales se retrouvent soudain vidées de leur sens, voire à contre-courant de l'atmosphère générale quand le candidat victorieux Abdelmajid Tebboune conteste lui-même les résultats de ces élections. Et c'est d'ailleurs une première mondiale. C'est la première fois qu'un vainqueur conteste sa propre victoire. L'abstention record qui a marqué le scrutin présidentiel du 7 septembre illustre la fragilité de l'assise du pouvoir algérien, mais aussi dénote l'inquiétant fossé entre le régime et le peuple. Nous débattrons avec nos invités d'une élection présidentielle qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résout juste après cette petite intro. Algérie, Tebboune, réélu, tout ça, pour ça. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Mourad Hina, membre secrétariat Mouvement Rachid, qui est avec nous depuis Genève via Skype. Dr Mourad Hina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba, assalamu alaikum, Nasser et tous les المشاهدين. Marhaba bik, si Mourad. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi avec nous Dr Karim Naïtou Slimane, enseignant chercheur, militant politique. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Dr Naïtou Slimane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir aussi à tous ceux et toutes celles qui écoutent, qui regardent le Maghreb. Bonsoir, docteur Karim Naïtou Slimane. Je pense qu'on a un petit souci de connexion. Je ne sais pas s'il m'entend, Karim Naïtou Slimane. Oui, je vous entends très bien. Hein. Je ne sais pas ce que vous m'entendez, mais je vous entends là, on vous entend très, très bien, Karim. On vous entend très, très bien. On aura aussi le plaisir d'accueillir Karim, opposant politique. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Docteur Mourad Hina, je vais commencer cette émission avec vous, puisque ça fait longtemps que vous n'avez pas participé à nos émissions. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. D'abord, une petite analyse, une petite réaction par rapport à cette élection. La question qu'on se pose, une semaine donc après ces élections anticipées, présidentielles anticipées, quelles leçons peut-on tirer de cette élection présidentielle, docteur Mourad Hina? Écoutez, au risque peut-être
de présenter ou de raccourcir votre émission, on pourrait se contenter de dire d'une seule chose. En fait, le régime militaire que l'on a en Algérie, par sa façon dictatoriale, maladroite, incompétente, a lui-même donné une image qui suffit pour décrédibiliser complètement ce qu'il a appelé élection. En fait, ceux qui sont contre ces élections, entre guillemets, n'ont pas besoin d'avancer des arguments. Ce que l'on a vu en direct cette dernière semaine, en fait, relève plus de la bouffonnerie d'un système qui ne sait plus sur quel pied danser. Il est clair que même l'annonce faite par le Conseil constitutionnel a été en fait aussi maladroite, si ce n'est pire, que ne l'a été Chorfi lors de son annonce de la semaine passée, car s'il est connu que certaines élections à travers le monde peuvent être les résultats peuvent être revus, peuvent être analysés une deuxième fois par des moyens de recours, et ceci arrive dans certains pays, mais on parle de quelques petits pourcents, peut-être 1%, une centaine de voix ici, un millier, dans des grands pays, peut-être on arrive à quelques petits milliers de voix, mais ce que l'on a vu avec ces résultats du Conseil constitutionnel dépasse tout entendement. Là, on parle de la semaine passée, il y avait 5 millions de votes exprimés. Là, on en a 11 millions. Donc, la marge d'erreur, ce n'est plus une marge d'erreur. On parle d'une autre chose. On ne parle pas de l'élection du 7 septembre, là. Parce qu'on ne peut pas dévier de telle façon des chiffres qui ont été, rappelons-le, annoncés non pas, encore une fois, comme dans certains pays, par des sondages à la sortie des urnes, par exemple, où même ceux-là connaissent des erreurs, des marges d'erreur de 1, 2, 3%, pas plus. Là, on parle d'une instance qui est censée être indépendante, contrôlée et donner les résultats d'un scrutin en Algérie. Donc, c'est un fiasco total. Moi, si j'ai une chose à dire, c'est que il faut se rappeler que cette élection est venue après l'annonce d'un décret qui nous dit que l'armée va maintenant gérer directement des entreprises, des institutions publiques. Donc, l'Algérie va devenir une caserne. Qui a été signé par Abdelmadjid Tebboune. Enfin, signé par Abdelmadjid Tebboune, comme vous le dites. Alors, on sait très bien d'où c'est que ça vient. Et donc, ceci montre que le premier responsable de cette cacophonie qui dépasse tout entendement, ce sont en fait les services de la police politique. Et ceci vient aussi, ne l'oublions pas, avec toutes les déconvenues, toutes les grossièretés sur le plan des chiffres que nous présentait cette dernière année notamment Tebboune à chaque fois qu'il parlait. N'oubliez pas que nous sommes la 3e puissance économique mondiale selon Tebboune. N'oubliez pas qu'il promet de doubler le PIB algérien d'ici une année. Donc là, il y a la conjonction de deux facteurs. Un système dictatorial qui veut gérer l'Algérie comme une caserne et couplé à une incompétence. On est dans une situation pire dans celle des prédécesseurs qu'étaient Nazar, Toufik, etc. Eux, au moins, ils avaient une structure qui savait jouer de certaines ficelles, qui était plus sournois, qui savait jouer avec les chiffres, qui savait présenter les choses. La génération qui maintenant a pris les commandes semble complètement vivre sur une autre planète. Ils ne font plus la différence entre les chiffres 1 et les chiffres 0, entre le double et le triple. Ils balancent n'importe quoi et ils essaient de présenter l'image d'une Algérie qui est en train de redémarrer parce que le Jaysh al-Watani al-Sha'bi va faire, etc., etc. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui,
à l'issue de cette élection, c'est que le plus grand danger, et c'est ça sur ce que je veux insister, Tebboune, il va partir, c'est une question de semaines, de mois, d'un an ou deux. C'est une page qui est en train d'être tournée. Mais le pire qui s'annonce, c'est que sous couvert de nous présenter l'armée nationale comme étant la glorieuse, etc., on est en train de détruire ce qui a été effectivement l'armée nationale populaire. Et ça, il faut que les officiers intègres, compétents qui restent encore dans cette armée, comprennent l'enjeu qui est en cours. Très bien. Le pays est mené à la dérive par un gang qui a fait la risée, qui a fait de l'Algérie la risée du monde. Très bien. On va parler des enjeux, mais aussi des perspectives, Morad Hina. Docteur Karim Naitou Slimane, la question est à vous. Bien sûr, on a docteur Morad Hina parle d'un fiasco total par rapport à ces élections, mais la cacophonie qu'on a vue, c'est une situation inédite dans l'histoire de notre pays. On va revenir sur ces déclarations de Chorfi, donc le président de l'ANI, mais aussi le président de la Cour constitutionnelle. On l'écoute. على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه. الأصوات المعبر عنها 9,461,428. أولا المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت. أولا السيد تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7,976,291. اثنين المترشح الثاني السيد حسان الشريف عبد العالي عن حزب حركة مجتمع السلم قد تحصل على 178,797 صوت. اثنين السيد حسن الشريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904,642. ثالثا المترشح الثالث السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 122,146 صوت. السيد أوشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580,495. ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. Donc, même les plus grands mathématiciens, ils ne vont pas arriver à résoudre donc, cette équation du président de l'ANI, mais aussi, vous avez vu ces images, on a essayé donc de comparer entre les déclarations du président de l'ANI et du président de la Cour constitutionnelle. Karim Naitou Slimane, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, de cette cacophonie? Et on fait en sorte que Ahmed Tebboune donc obtient son mandat, son deuxième mandat. Karim Naitou Slimane. Écoutez, je pense que on a dépassé déjà le stade de la cacophonie et que nous sommes arrivés au stade malheureusement du pré-effondrement. Ce sont là des indices qui ne trompent pas, parce que en dehors de l'aspect un peu comique de ces chiffres contradictoires qui sont présentés aux Algériens, ce qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas oublier surtout, que ce sont là
deux instances qui représentent l'État, avec des fondements constitutionnels. Donc nous avons là deux institutions, et surtout deux institutions qui n'ont pas en principe les mêmes prérogatives. Je ne suis pas certain, et j'en doute même très fortement, que la Cour constitutionnelle a vocation à compter les voix. Je laisse ça aux spécialistes pour vérifier, mais il me semble que c'est l'ANI. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle l'autorité, mais visiblement, cette autorité n'a pas d'autorité. C'est l'ANI qui est responsable des chiffres. Et que, en principe, si la Cour constitutionnelle, si les membres de cette Cour ont constaté de tels manquements en matière quantitative, c'est-à-dire la dissimulation, parce que là, il ne s'agit pas d'un simple oubli, là, il s'agit d'actes de malveillance, hein, de la dissimulation de plus de 5 millions de voix. Hein. Donc là, on ne parle pas de quelques centaines, de quelques milliers. Normalement, puisqu'ils ont constaté de tels manquements, il me semble qu'ils auraient dû déjà, rien que pour ce motif, annuler ces élections. D'autant plus qu'ils n'ont pas ouvert d'enquête et qu'ils se sont appuyés uniquement sur ce que l'ANI leur a fourni. Donc je ne vois pas, moi, ce qu'ils ont fait. Une simple relecture ou une révision ne permet pas de revoir les chiffres à ce point. Donc déjà là, sans le savoir, ce régime, et avec sa façade civile qui est représentée par Tebboune et son gouvernement, maintenant, désormais, on peut dire que officiellement, Tebboune n'est pas légitime. C'est-à-dire, il ne s'agit plus d'une analyse politique, mais par les faits, cette élection, et c'est combien même on pourrait l'appeler élection, en tout cas, cette élection est contestable par des faits. Donc, il ne s'agit plus d'opinion politique ou d'analyse. Non. Là, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, je pense que plus tard, lorsqu'on voudra se débarrasser de Tebboune, car moi aussi, je pense qu'il ne tiendra pas complètement ce mandat, peut-être qu'on pourrait ressortir ces choses-là parce que ce sont quand même des choses très graves. Ça, c'est en ce qui concerne les chiffres. Mais lorsqu'on regarde aussi ces élections, et je pense que c'est la question, par contre, au-delà de ces chiffres qui est la plus importante, il y a deux choses à relever. La première concerne le régime, et je pense que c'est la moins importante parce que tout le monde l'avait prévu en réalité. C'est que le régime, maintenant, a perdu son homogénéité. C'est une machine grippée, désaccordée, et ils ne vont plus dans la même direction. Et on le voit clairement. La lutte des clans, maintenant, aussi, est sortie au grand public et se fait au grand jour sur une question très très grave. Là, il ne s'agit pas quand même d'un chef de région ou d'un PDG, d'une société nationale ou d'un ambassadeur ou de quelque chose. Non, là, il s'agit quand même du poste du président de la République. Donc on voit qu'ils ne sont pas d'accord parce que je pense que ce qui a été annoncé au départ avec en but quand même de délégitimer complètement Tebboune, et d'ailleurs Tebboune et son clan l'ont bien compris parce que le 94% était en réalité un cadeau empoisonné. Donc ils avaient bien compris, alors ils ont voulu un peu rééquilibrer les choses pour regagner tant soit peu de légitimité, mais je pense que c'est déjà perdu. Donc déjà, du côté du régime, on voit que réellement, ce régime, ce système est en fin de vie. Il n'arrive plus à s'assurer sa propre cohérence. Hein. Donc on savait très bien, et depuis longtemps, que ce régime ne travaille pas pour les intérêts de tous les Algériens. On savait très bien que c'était pour une minorité, c'est un régime fait par et pour les intérêts d'une minorité, d'une infime minorité même,
Hein, ceux qui gravitent autour, évidemment, du haut commandement militaire, des grands patrons fabriqués par l'argent public, et aussi de quelques personnalités politiques accréditées pour jouer les rôles qu'on leur confère. Donc, on le savait, ça. Mais par contre, actuellement, lorsqu'on voit comment ils ont organisé ces élections, on comprend que même pour s'assurer la pérennité de ce régime, ces hommes qui tiennent les affaires maintenant, qui sont réellement au pouvoir, sont incompétents. Et la deuxième chose à relever sur ces élections concerne, et je pense que ça nous a un peu surpris, même s'il y a eu beaucoup d'appels au boycott, beaucoup de travail qui a été fait et tout ça pendant le Hirak et après le Hirak, mais je pense quand même que la réaction très digne et d'un niveau très très élevé politiquement des Algériens, du peuple, a été réellement salutaire. Je pense que personne n'aurait pu prévoir un tel niveau de boycott qui a engendré cette rupture qui est désormais consommée aussi publiquement entre ce régime et le peuple. Parce que ce régime, ces élections ont montré qu'il a perdu même sa base électorale et électoraliste historique. Très bien. Reste avec nous, Dr Karim Naïtou Slimane. On a été rejoint par l'opposant politique Karim Tabou. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir. Merci de l'invitation. Mes salutations aux invités et à nos téléspectateurs. Merci Karim Tabou. Karim Tabou, Karim Naïtou Slimane a dit dans son intervention que le régime ou le pouvoir algérien a été surpris, bien sûr, par le taux d'abstention. Ceux qui ont parlé aussi du boycott massif de ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Mais aussi, il a dit que le système est en fin de vie. Est-ce que vous pensez que cette cacophonie qu'on a vécue dans cette élection, mais aussi cette incohérence des chiffres, M. Hassani, même le responsable du MSP, a dénoncé une fraude avec de faux chiffres, demandant que cesse la mascarade. Et je rappelle aussi les déclarations de M. Aouchiche, qui a fustigé une fraude planifiée et complète, exprimant sa grande inquiétude face au manque de transparence et à l'ambiguïté entourant le processus de collecte et d'annonce des résultats provisoires. Votre lecture, Karim Tabou? Enfin, merci. Moi, je considère que les lamentations, les dénonciations, les paroles des candidats n'ont pas de valeur politique. Dès lors que la supercherie, la grande mascarade, ils en font partie. Et moi, je pense que le comité de campagne, le vrai comité de campagne de Tebboune, ce sont les deux autres candidats. D'ailleurs, vous l'avez bien constaté, que l'un et l'autre étaient chargés, chacun dans sa région, chacun dans sa langue. Le barbu parle le barbe et le kabyle parle le kabyle. Et finalement, l'équation était toute simple. Le pouvoir, nous le connaissons bien. Il faut saupoudrer un peu cela avec de l'islamisme. L'islamisme, de préférence qu'il soit l'islamisme officiel, qu'il soit l'islamisme maison, et puis face à la fronde, à la dissidence politique ancrée d'ailleurs dans la culture de la majorité des régions du pays, mais particulièrement de la région de Kabylie. Donc il fallait trouver quelqu'un qui parle le langage local et qui travaille donc au service du pouvoir. S'attarder trop sur ça serait leur donner de l'importance. Pour moi, et je rejoins notre ami Karim, que je salue d'ailleurs au passage, je le rejoins, nous sommes presque au dernier épisode du pouvoir.
c'est-à-dire depuis l'ouverture démocratique entre guillemets de 88, nous pouvons dire que nous avons vécu toutes sortes d'élections. Toutes les élections avaient pour finalité le maintien du pouvoir. Et si le pouvoir a recouru à cette méthode cette fois, à la cacophonie, à cette manipulation massive des chiffres, tout le monde sait que les villes algériennes étaient désertes le 7 septembre. Tout le monde sait que les villes étaient mortes et que les centres et bureaux de vote étaient pratiquement vides. Vous savez, si vous imaginez le mouvement de 46% de la population à l'échelle nationale, ça nécessitera une présence importante des services de sécurité pour organiser la circulation, pour répondre à l'animation des villes, etc. Parce que faire bouger 11 millions d'Algériens en une journée, c'est énorme. Hein? Dans les moments de la rentrée scolaire, les moments des grands événements, il arrive rarement qu'une telle animation, de tels chiffres se mettent en mouvement. Mais toutefois, pour revenir à la politique, moi, personnellement, je ne veux pas que dans nos débats, nous allons nous encombrer des chiffres. Parce que les chiffres sont leurs chiffres. Il y a une réalité implacable, c'est que le chef de l'État est désigné par la Cour constitutionnelle après avoir été désigné par l'Agence des élections. Et donc, il n'a pas été l'émanation d'une volonté populaire. Alors que tout était fait au début pour une consécration politique après tous les affronts, l'affront diplomatique, l'affront économique, l'affront social, etc. Tout était manigancé, tout était manipulé dans une logique unanimiste, c'est-à-dire tous les partis politiques, tous les médias, toutes les structures de l'État, toute l'administration auront serré et été donc mobilisés pour une consécration politique. Et cette consécration devait donc effacer l'affront et devait donner un nouveau souffle au pouvoir. Pour revenir aux élections, je vous cite quelques exemples très simples. Finalement, dans ce pays, on aura connu toutes sortes de manigances, toutes sortes de manœuvres, et je pense le pouvoir a épuisé sa capacité de manœuvre et sa capacité à inspirer des scénarios, puisqu'il a fait un tel recours abject, insensé, dévoilé au grand jour, compris par tout le monde, qui était la manipulation des chiffres. Tout le monde sait que dans un pays où une haute instance vient effacer les résultats donnés par une autre haute instance, cela démontre bien les coulisses et les luttes internes à la coupole. Mais pour revenir aux élections, vous savez, en fait, nous avons connu les élections suivantes. En 1991, le peuple algérien a voté et le pouvoir a recouru au coup d'État. En 1999, des candidats de valeur se sont engagés dans une élection présidentielle après la démission de Zerouane. Et ben, devant la peur, devant les données du terrain, devant les rapports qui parvenaient aux décideurs, que Mouled Hamrouch, Hussein Ahmed Talb Ibrahimi et bien d'autres, Youssef Al-Khatib, Moqdad Sifi et Abdullah Jabla, avaient sérieusement pris de l'avance. Il a donc recouru au trafic des élections. Et au passage, n'oublions pas les élections législatives de 1997 qui ont été trafiquées à grande échelle, à l'échelle exponentielle, à l'échelle même industrielle, puisque c'était des élections armées. Et puis, nous avons connu en 2019 une élection alors que des millions d'Algériens étaient dans la rue, le jour même des élections, et le pouvoir ne s'est pas gêné pour donner des chiffres que nous connaissons bien. Cette fois, c'est une attitude intelligente du peuple algérien. C'est une attitude à la fois politique,
mais également par laquelle le peuple algérien a tout simplement exprimé son ras-le-bol, son désintérêt, et surtout envoyer un message que vous pouvez faire votre élection comme vous voulez, mais nous ne rendons pas complices. Donc, si vous faites une récapitulative des élections qui ont eu lieu dans ce pays, de 91 à 97 à 99, aux 4 mandats de Bouteflika, vous les connaissez bien dans quelles conditions se sont déroulés. La particularité de cette fois, c'est que le pouvoir s'est arrangé pour effacer complètement toute voix discordante, c'est-à-dire interdiction faite dans la presse, sur la scène politique, dans les villages, dans les cafés, partout, interdiction faite à toute voix discordante. Bien plus, les candidats, on leur ramenait des gens qui les applaudissaient, qui leur faisaient le plaisir du bruit, du vacarme. Et la réalité est que le peuple algérien est complètement absent de cette mascarade. Bien sûr qu'à la fin, pas surpris, mais très une conclusion, j'allais dire une évidence. Cette évidence est la suivante. Après avoir mené une contre-révolution à coup de matraquage médiatique, à coup de répression, d'intimidation judiciaire, d'intimidation policière, et à coup de corruption également, on a bien vu la remise en service de tous les apparatchiks de l'administration du pouvoir, au niveau local, au niveau national, au niveau régional, et malgré cela, finalement, la deuxième conclusion est que la représentation du pouvoir inclut les partis politiques qui sont là, ils sont plusieurs, ils sont une vingtaine de partis politiques à avoir mené la campagne pour le chef de l'État. Tous les médias, qu'ils soient les radios locales, les chaînes de télévision et la presse écrite, toute l'administration est mobilisée. Les candidats eux-mêmes avaient joué le rôle du terrain au profit du candidat du pouvoir, et le tout en a eu une image nette, claire, qu'il y a d'un côté cette clientèle du pouvoir qu'on peut estimer à 10%, à 15% du peuple algérien, de ceux qui votent, et cette majorité écrasante des Algériens qui ont, de par leur attitude d'abstention, et pour beaucoup d'entre eux, de boycott actif, conscient, assumé politiquement, le pouvoir finalement, quoi qu'il fasse avec les chiffres, est bien conscient, et c'est très bien les vrais chiffres. En tout cas, nous ne connaissons pas les vrais chiffres. Nous connaissons les chiffres de par l'ambiance dans la société. Le pouvoir, il a les chiffres de par des chiffres qui sont... restez avec nous, Karim. Karim. Et ces chiffres-là, naturellement, devaient donc faire objet de tous ces marchandages. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Ils sont... Entre les mains de l'administration, ils sont l'objet de tous ces marchandages. Très bien, restez avec nous Karim Tabou. On va revenir à Dr Mourad Hina. Si Mourad, c'est la première élection présidentielle après donc celle de 2019 en plein Hirak. Est-ce que vous pensez on peut parler de l'échec du pouvoir à tourner la page du Hirak? Le pouvoir actuel, et pour être clair, l'état-major de l'armée et la police politique sont tétanisés par l'idée d'un retour du Hirak. Il ne faut pas oublier que le Hirak a eu en fait 2 grands messages politiques. L'un, c'était bien sûr la circonstance, c'était le 5e mandat de la honte, qu'a en fait continué Tebboune. C'est Tebboune qui a fait le 5e mandat.
Et le deuxième volet le plus important, c'est que le peuple est sorti pour dire Madaniya Mashi Askariya. Alors bien entendu, ce message-là a été dévoyé par le pouvoir, parce que qu'est-ce qu'il disait? Il disait que tiens, ces gens-là, ces infiltrations de Hirak sont contre l'armée nationale populaire. Ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Le peuple algérien aime et tient à avoir une armée nationale populaire forte, puissante, qui défend l'intégrité du pays et sa souveraineté. Mais l'aspect qu'a dit clairement, qu'ont dit les millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue, c'est de dire que cette armée nationale populaire, elle doit être légaliste, elle doit être légitime, elle doit être subordonnée au choix du peuple algérien. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Cet état-major et cette politique a déjà profité de cette période de Hirak et surtout la fameuse période de décembre 2019 où on a précipitamment nommé Tebboune, et après la mort de Gaïd Salah, on a vu que l'armée a commencé à se déchirer entre elles. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a peut-être plus de 200 officiers supérieurs, et quand je dis officiers supérieurs, c'est colonels et plus, avec une quarantaine de généraux qui sont emprisonnés. Donc il y a une épuration entre eux, et l'armée nationale populaire algérienne est en danger. Est en danger pour nous citoyens, pas pour l'armée telle que la conçoivent l'état-major actuel et les services, pour dire que El Jazair Mouhaddada et l'armée c'est elle qui va sauver l'Algérie, l'armée c'est elle qui va gérer les entreprises. Il ne se passe pas un événement des plus anodins, des plus futiles, sans qu'on nous montre l'image de Shengriha ou de son représentant, un officier, pour l'inauguration d'un trottoir ou pour saluer un athlète ou je ne sais quoi. Il faut qu'on nous montre l'armée. Alors, cette armée-là, moi je pense avec ces développements récents, cette armée qui a peuple du Hirak et du peuple, on veut lui enlever sa mission essentielle, sa mission de souveraineté, de protection de l'État, d'être la garante, et en faire une armée de clowns. Et je pèse mes mots, parce que quand on va l'impliquer dans la gestion des affaires des entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos valeureux, entre guillemets, officiers, qu'on va détacher, parce qu'ils resteront toujours tributaires et dépendants de l'état-major. Quand ils vont tremper dans l'argent, quand ils vont aller dans l'administration et gérer et manipuler, ça veut dire quoi? C'est une armée en décadence. Ça ne sera pas une armée qui pourra faire face aux vrais défis, et qui sont réels, géostratégiques auxquels fait face l'Algérie. Nous avons une situation explosive dans toute la région, et il nous faut une armée forte, une armée républicaine, une armée qui soit issue d'un régime légitime, conforme au véritable choix du peuple. Ce n'est pas un pouvoir qui se nourrit de chimères, qui se nourrit de mensonges. Et pour cela, il faut écouter les chiffres de ce pouvoir. C'est soit de la débilité, soit de la folie, soit on est en train de prendre ce peuple algérien comme des enfants ou des gens qui ne comprennent rien. On leur balance n'importe quoi, on s'accroche à n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait un athlète qui a une médaille pour qu'on en fasse la victoire de l'armée nationale populaire. C'est Mourad, je m'excuse parce que je vais vous rendre la parole. C'est Mourad. Il y a des critiques qui sortent, et surtout contre les opposants, ceux qui demandent, bien sûr, les opposants qui demandent qu'il y ait une ouverture politique en Algérie, qui donc dénoncent la situation actuelle, qui leur reprochent que ces opposants s'attaquent à l'armée. Quelle est votre réponse c'est ça la grande tricherie de cet état-major et cette police politique. Ils s'identifient, eux, en tant que Issaba, à l'armée. L'armée nationale populaire algérienne, moi je suis de ceux qui pensent, et je suis sûr, et je m'engage
à dire que tous mes confrères, toute la classe politique, avec toutes ces différences, ces orientations, rêvent d'avoir une armée nationale populaire forte, puissante, qui soit prête à affronter les vrais défis qui mettent en danger l'Algérie. Mais ce n'est pas le cas. L'histoire a montré que les dictatures qui veulent gérer le politique à travers l'armée se désintègrent au premier test réel. Je donnerai juste l'exemple de l'Argentine. L'Argentine, c'était une dictature militaire. Quand il y a eu la guerre des Malwines et qu'ils ont perdu sur le champ d'une façon qui a humilié l'Argentine, ils sont partis. Et les intérêts, parce que les Argentins ont perdu leur intégrité territoriale. Et nous, c'est ce que nous craignons. Nous disons, et moi je suis maintenant sûr que ceux qui craignent le plus pour notre armée nationale populaire, c'est nécessairement les officiers intègres de cette armée. Et je suis sûr qu'il y en a des centaines et des centaines et des milliers qui n'osent pas parler parce qu'il y a cette hiérarchie militaire. Le militaire est contraint. Alors, donc, nous disons qu'il y a une différence. On va comprendre, on va juste comprendre, mais rapidement. Quand vous dites qu'il y a des officiers qui sont intègres dans cette armée, notre ami Karim Naïtou Slimane a parlé d'une guerre clanique. Des observateurs ont soulevé la question d'une force qui s'est immiscée donc dans ces élections. Est-ce que vous pensez que dans cette guerre clanique, on y trouve ces officiers intègres? Écoutez, cette notion de guerre clanique est un peu réductrice. Elle dénote ainsi peut-être la situation de nous, certains opposants, à ne pas connaître les détails de ce qui se trame dans les coulisses. Moi, je parle de la vision d'ensemble de où est-ce qu'on veut que notre armée nationale populaire se situe. Est-ce qu'on veut que, et c'est ce qui se passe, par exemple, quand on parle de la répression, qu'est-ce qui explique la répression actuelle? Vous faites un communiqué, vous dites quelque chose de complètement normal, on vous arrête sur le champ. Parce que ces gens-là ont, et n'oublions pas que ceux qui maintenant sont aux commandes, surtout dans les services, ce sont ceux qui ont fait leur fait d'armes durant la décennie noire. Nous l'oublions pas. Et ces gens-là ne connaissent que la répression. Ils sont là pour réprimer, ils veulent gérer le peuple algérien comme étant une caserne. C'est-à-dire, dans une armée régulière dans la caserne, oui, il n'y a pas de discussion des ordres. Quand le commandant en chef ordonne quelque chose, les soldats obéissent. Mais ça ne s'applique pas à la société civile. Ça ne s'applique pas à la politique, ça ne s'applique pas à l'économie. Et eux, dans leur tête, c'est comme ça qu'ils veulent gérer l'Algérie. C'est-à-dire que qui ose dire quelque chose qui contredit leur ingérence dans la politique alors qu'ils sont les premiers fautifs, parce qu'ils veulent contrôler cette vie politique, ils le matent tout de suite. Et tout ceci parce qu'ils ont une peur exacerbée, une peur bleue, comme on dit, du retour du Hirak. Alors que le Hirak a été pacifique, a été responsable, a évité tous les dérapages. N'oublions pas ce qui s'est passé pendant la période Covid. Le Hirak et tous ses porte-voix donnent une importance capitale et primordiale aux intérêts supérieurs de l'Algérie. Il y a des gens qui font même un petit peu marche arrière parce qu'ils savent qu'il y a une situation dangereuse. Maintenant, il est nécessaire qu'au sein de cette armée, de ce qu'on appelle les décideurs, se profile une nouvelle génération qui comprenne la situation, que pour le salut même de notre armée nationale populaire, il faut qu'on aille vers un changement. On ne peut pas laisser l'Algérie devenir un cirque ta'draouch avec comme ce qu'on a vu le 7 septembre passé. Très bien. Restez avec nous, Morad Hina. Karim Naïtou Slimane, vous avez entendu donc Morad Hina. On va revenir un peu sur les déclarations de Hassani, le candidat du MSP de Homs, qui a parlé lui aussi, donc qui reconnaît le boycott des Algériens de ces élections. On l'écoute. إن العزوف
الانتخابي الذي أصاب هذه الانتخابات والذي يزداد ويتعاظم بسبب إخفاق السياسات العمومية وانعدام الثقة بين الناخبين والعملية الانتخابية والقائمين عليها وعملية التيئيس الممنهج للمشاركة في الانتخابات والذي من شأنه أن يهدد مصداقية أي انتخابات قادمة ويضعف الشرعية المؤسسية المنتخبة. Donc c'était Hassani. Chérif, on va écouter Bengrina qui a parlé de l'opposition. On l'écoute. في الفضاء الأزرق ويعبرون عن تخيلات لهم. نحن لا نكدر عليهم فرحتهم في العيش في الافتراضي، خلوهم يعيشوا في الافتراضي ونحن نعيش الواقع بحلوه وبمرارته، نحتك مع المواطنين، نستمع منهم ويستمعون منا، نسمع انشغالاتهم والنقائص الذين يشعرون بها، ونحمل كل ما استطعنا عن طريق كتلتنا البرلمانية للمسؤولين تلك النقائص لعلهم يجدون لها حلول. Karim Netou Slimane, maintenant que le peuple a délivré son message très clair, par rapport à la situation que vit notre pays, par cette abstention historique, mais aussi un boycott massif des élections, la question qui se pose bien sûr, le rôle de l'élite en Algérie. Si on parle d'un éventuel retour du Hirak, notre ami Mourad Dina a dit que le régime a une peur bleue du retour de Hirak. Et là, la question se pose, bien sûr. Le rôle de l'élite, est-ce que l'élite a, cette fois-ci, si on peut dire, cette possibilité de capter ce message du peuple? Karim Netou Slimane? Ah, vous êtes... Ah, là, on vous entend. Très bien. Ouais. Donc, déjà, le fait que vous ne m'avez pas demandé de commenter ce qu'a dit Bengrina ou l'autre de Hams, c'est déjà très bien. Donc, votre question est très, très importante. Et elle me permet, en fait, d'aller sur une question vraiment cruciale. Et d'ailleurs, la réponse à votre question, je ne sais pas ce que vous l'avez remarqué, mais se trouve déjà, elle était déjà entre les lignes de ce qu'ont dit les amis Karim Tabou et M. Dina aussi. En fait, l'élite, il faut partir déjà d'une définition pratique de l'élite, parce que on ne va pas revenir au débat, l'élite en Algérie et tout ça, parce que ce qu'on connaît généralement par l'élite se sont fait remarquer par leur silence et leur absence. Depuis 2019, déjà pendant le Hirak, ils étaient très peu impliqués, et maintenant, jusqu'à présent, avec toute la répression terrible qu'ont subi les Algériens, toute cette violence, ces emprisonnements injustes, tout ce qu'ont subi les militants, voire les chefs de parti, tous les éléments qui étaient dans le Hirak, en fait, ont subi une répression vraiment féroce. Et certains, je pense par exemple au journaliste Radi Hassan, je pense au jeune Brahim L'Allami, je pense à Fatah Qassed. En fait, il y en a, jusqu'à présent, il y en a littéralement des centaines. Donc ces pseudo-élites n'ont jamais bougé le petit doigt pour dire quoi que ce soit, pour défendre ne serait-ce les droits de l'homme, sans aller jusqu'à défendre un modèle d'état de droit. Par contre, depuis 2019 jusqu'à présent, il y a eu un tri qui s'est fait dans ce qu'on pourrait appeler élite. Et nous avons vu certaines positions se confirmer, et nous avons vu aussi certains noms émerger. Donc actuellement, l'élite, si on parle de l'élite politique, elle s'est déjà manifestée dans le Hirak. Ce qui est intéressant quand j'écoute Monsieur Dina qui représente le mouvement Rached, ou quand j'écoute Monsieur Tabou, qu'on pourrait dire représenterait avec son projet de parti, parce que ça n'a pas encore été autorisé, on va dire l'aile sociale, de gauche sociale, peut-être
il me corrigera si je me trompe, du Hirak, lorsqu'on voit ce qu'a publié le RCD hier ou avant-hier, lorsqu'on voit même ce que dit un certain Fethi Gharass avec son parti qu'on pourrait situer à l'extrême gauche, lorsqu'on voit aussi ce que déclare Ali Belhadj, qu'on pourrait situer, je sais pas, sur la droite, un parti islamiste, on voit en fait que tout ce qui représente l'élite politique en Algérie sont actuellement sur un modèle, sur au moins un avant-projet de ce que peut être une réponse déjà à l'injustice de ce régime, à ses méthodes inacceptables, mais surtout aux aspirations du peuple. Donc, avant de parler du rôle de l'élite, il faut déjà définir bien cette élite, mais une fois qu'on l'a définie, c'est-à-dire c'est cette élite qui s'est l'élite engagée depuis, je dirais, avant 2019 et qui s'est confirmée après 2019, et aussi ceux qui se sont engagés depuis 2019, je dirais que cette élite est déjà en train de jouer son rôle. Je rappelle que les militants qui sont en Algérie, ceux qui représentent réellement l'élite du Hirak et les éléments les plus actifs, les plus engagés du Hirak ne se sont pas tus. Ont continué de militer malgré la répression. Et pareil pour ceux qui sont à l'étranger. Et on voit que il y a un rôle qui est en train d'être joué par cette élite. Évidemment, il y aura un accompagnement pour le peuple, mais je pense aussi qu'on peut, parce que ce qui nous sépare maintenant d'un grand retour du Hirak que nous souhaitons, parce que ça serait vraiment la seule possibilité positive, parce que sinon ça serait réellement l'effondrement de l'État. Donc c'est une question de temps selon moi, et il faut se préparer avec toute cette élite, avec ces différentes composantes idéologiques de tous bords, ceux que j'ai cités et ceux que peut-être j'ai oublié de citer. Il faut se préparer pour un SMIC démocratique, un projet de société qui va permettre de répondre aux aspirations réelles des Algériens. Parce que ce que certains ont du mal à comprendre, c'est que le peuple a réellement évolué. Le peuple est ouvert sur le monde. C'est vrai qu'on a un régime arriériste qui regarde en arrière, qui est toujours dans la guerre froide, mais le peuple, les nouvelles générations sont connectées dans le sens positif, sont ouverts sur le monde. Et donc nous avons une génération extrêmement dynamique qui a montré qu'elle peut, et on l'a vu de nos yeux pendant le Hirak, qui a montré qu'elle peut transcender les clivages idéologiques, les intérêts étroits. Tout cela a été montré par cette génération. Et donc, cette élite doit travailler pour accompagner ce désir, cette volonté populaire du changement. Parce que, je le redis encore une fois avant de vous rendre la parole, le 7 septembre, ça n'était pas un simple boycott, c'était quelque chose de beaucoup plus fort. Je dirais même au-delà de la rupture. C'était un acte, en fait. Je ne sais pas comment décrire cela, mais c'était un boycott très actif. Très, très bien. Restez avec nous, Karim Naitou Slimane. Karim Tabou, vous avez entendu Mourad Hina, mais aussi Karim Naitou Slimane, face au déni du régime, de la situation que traverse notre pays, mais aussi de la situation politique. On a vu donc ce message du peuple algérien dans ces élections qui était très clair, un message qui dit que nous sommes en rupture avec ce système, un message qui a, si on peut dire, donné des signes à l'élite algérienne. Bien sûr, là je parle de l'opposition, de la réelle opposition. Comment peut-on capter ce message? Karim Tabou, vous êtes un opposant politique. Comment peut-on capter et traduire ce message en une alternative politique? En tout cas, après le Hirak et après toutes les manœuvres du pouvoir, finalement, la conscience populaire et l'esprit du Hirak est toujours là. Et puis le Hirak est enraciné dans
dont les valeurs qui étaient les valeurs des Algériens, des combats qui ont été menés par des générations et des générations. À mon avis, le pouvoir a cru avoir mis fin au Hirak en faisant des maillages policiers, la répression, etc. Et puis, il a essayé, je vais tenter de donner une petite explication, il a essayé de substituer à la dynamique du Hirak, à la dynamique citoyenne, à la dynamique démocratique qui est la dynamique de la société, il a voulu lui substituer une logique d'appareil. Une dynamique d'appareil en faisant appel à des partis minuscules qui n'ont de parti que l'agrément qui leur a été délivré par des services du ministère de l'Intérieur, à des personnes entre guillemets, d'ailleurs je trouve à chaque fois gênant que le Magharibia amplifie la parole de tous ces clones, de tous ces hommes politiques qui n'ont ni l'aura, ni le charisme, ni la substance politique, ni encore moins la représentation dans la société, parce qu'au fait, le pouvoir a voulu enlever une partie de l'histoire de ce pays, c'est l'histoire dynamique de la société qui, dans la différence, dans j'allais dire, la démocratie, les Algériens avaient unifié leurs paroles, uni leurs espoirs pour le changement, pour la démocratie. Et puis le pouvoir, en voulant cacher cette dynamique qui continue, en tout cas les révolutions, de par l'histoire, et la plus emblématique, c'est la Révolution française. Vous savez, il y a des moments forts de la Révolution, il y a des moments d'exploit, il y a des moments de doute, il y a des moments de recul, et puis mais la Révolution finira toujours par gagner. La dynamique citoyenne finira toujours par gagner. Donc, même avec ces moments de doute, même avec ces moments de repli, même avec ces moments où le pouvoir a cru avoir repris la main, en essayant de mettre en avant ces appareils-là, cette logique organique avec un fond de maillage policier, et ben voilà, finalement, le chef de l'État se retrouve avec tous ces gens qui l'entourent, incapables de convaincre les Algériens, et pourtant, le contexte international aidant, une propagande très puissante a été menée sur un fond d'abord de traumatisme du peuple algérien, et puis également sur des peurs qui sont liées au contexte international, au contexte régional. On a prétendu que cette élection allait assurer la stabilité. Dans le lendemain des élections, le jour même des élections, les Algériens découvrent au grand jour que la plus grande menace sur la stabilité, c'est le pouvoir lui-même. Parce que, de mon point de vue, et je pense qu'il y a une nécessité de réengager le débat sur ces détails-là, pour moi, la fin du chef de l'État actuel est pactée le jour des élections. Et que désormais, celui qui va venir après va encore cristalliser beaucoup de luttes, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Et finalement, si le pouvoir ne laissera pas cette alternative citoyenne, pacifique, se mettre en place, on aura à gérer des situations difficiles, on aura à passer des zones de turbulence assez dures, et que ce pouvoir n'est pas capable de se sortir du piège de ces luttes internes, de ces luttes d'intérêt, et que le pays mérite mieux qu'une classe dirigeante incapable de regarder l'avenir. Donc, de mon point de vue, dans peu de temps, probablement une année, peut-être 2 ans, et vous allez voir comment vont se cristalliser les coups des uns et des autres pour essayer de se maintenir. Et je pense que nous, concernant le peuple algérien, il a fait doublement preuve d'abord de sagesse, mais surtout de conviction et de détermination par des moyens intelligents à rester fidèle à son vœu, à son désir de changement. Je pense que les Algériens qui ont l'esprit de responsabilité, qui croient en ce peuple
et qui ne regarde pas d'en haut le peuple. Nous, on n'est pas populiste, on est réaliste. On veut tout simplement répondre à ce désir profond du peuple algérien. Nous voulons être aux côtés des Algériens qui rêvent d'un avenir meilleur pour nous, pour nos enfants. Et nous avons conscience que ce rêve ne peut se réaliser que si nous nous levons et nous menons des combats au quotidien, le combat pour le changement, le combat pour la démocratie, le combat pour la citoyenneté. Et Karim a bien parlé sur toutes les opinions qui existent dans la société et qui en tout cas sont unies par un espoir commun, c'est l'espoir de la construction d'un État démocratique, d'un État de droit qui restituerait aux Algériens le droit à l'autodétermination politique. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Mourad Hina, vous avez parlé des défis qui fait face notre pays, non seulement à l'échelle interne, mais aussi à l'échelle externe. Donc, quand on parle de la géopolitique, ce qui se passe donc dans l'environnement de notre pays, à nos frontières, si le régime a échoué de tourner la page du Hirak, la question qui se pose bien sûr, quelle perspective, quel scénario pour notre pays? Mourad Hina, oui, je dirais que je joins d'abord ma voix à celle des deux frères Karim et Karim pour totalement appuyer ce qu'ils ont avancé comme idée, comme analyse. Et je dirais que le Hirak a été un événement très profond dans la société algérienne. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde connaît ce qui s'est passé, toute cette ambiance, tout cet espoir, et surtout cet espoir nationaliste. Et il y a eu des messages très forts, n'oublions pas que pendant le Hirak... Oui. Ceux qui disent que le Hirak n'a pas pu dégager une alternative politique. Oui, il y a deux façons de critiquer Roya Nasser. On peut critiquer dans un esprit positif, constructif. Comme l'a si bien dit Khona Karim Tabou, les révolutions, c'est des processus. Hein, donc, c'est des démarrages. Moi, je retrace même l'histoire du Hirak à novembre 1954. Et ça a été clairement porté, rappelez-vous du Hirak. Ça a été pendant le Hirak où on a fêté d'une manière grandiose le 1er novembre, surtout par la diaspora à Paris même, où les gens disaient « Allez la pointe » et « Améroche » ou des douches, qui étaient, n'oublions pas ça, des terroristes pour la France coloniale. Ça, c'était en plein centre de Paris. Personne ne l'avait fait avant. Donc le Hirak a un ancrage dans la société algérienne, dans son histoire, dans son honneur. Alors, il manquait bien sûr des éléments, je dirais, techniques d'organisation, de revendication, mais toujours est-il qu'il faut se rappeler que le Hirak a eu un très grand mérite, c'est qu'il a mis en avant des principes qui me semblent immuables, et aussi peut-être que l'on doit respecter pour l'avenir de l'Algérie. Son attachement à l'unité nationale, son attachement à la révolution de novembre, la fraternité entre les Algériens, la demande d'un État civil, d'Oula Madaniya, et pas en opposition comme essaie de le faire certains larbins du régime et ses clients, comme quoi Abadan. Nous voulons une armée forte. Moi, je rêve dans le futur d'une armée algérienne puissante où un général algérien aurait l'un des meilleurs salaires, les meilleures conditions de travail et qu'il sorte dans la rue acclamé par la population, non pas parce qu'il fait le tyran ou mais parce que je sais que le jour J, quand viendra le défi pour notre nation, il sera à la hauteur pour défendre l'Algérie et son intégrité. C'est ça ce dont nous rêvons. Et je suis sûr que maintenant, les étapes qui viendront, avec toute l'expérience qui s'est dessinée, avec toutes ces décantations, il reste bien sûr à entrer dans l'ingénierie politique, comment s'organiser. Nous avons pu mettre, et c'est ce qui est très important
dans une situation beaucoup plus claire les problèmes qui étaient avant, qu'on appelait idéologiques. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de pragmatiques dans la scène algérienne et dans le Hirak, des gens qui ne discutent pas trop de ces idées parce qu'elles ont été dévoyées. Alors si on parle de l'islam, on voit qu'il est utilisé d'abord par la Isaba au pouvoir. Donc, ces notions idéologiques, on peut en faire ce qu'on veut. Par contre, le Hirak, il a fait une symbiose, il a fait une situation où les gens vraiment portaient des valeurs ensemble, et à la tête de ces valeurs, c'était la déclaration solennelle et forte de tous les Algériens et Algériennes de dire: nous sommes un peuple, nous voulons un État fort, nous voulons notre liberté, nous voulons une république à la hauteur des aspirations de nos chouhada de novembre 54, et c'est ceci qui va être le salut de l'Algérie. Par contre, alors moi je n'accuse pas tous les gens dans le pouvoir actuel d'être à la solde de je ne sais quoi, ou l'A'da al-Jazair, ou ce ne sont que de simples voleurs. Non, mais ils font fausse route. Ils font fausse route parce qu'ils ont la phobie de ce que le peuple reprenne ses droits. Ils pensent qu'ils sont dans l'armée. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent mais ils ne se rendent pas compte en même temps qu'ils contribuent à une situation de délabrement, de dévoiement, parce qu'ils s'immiscent dans des choses dans lesquelles ils ne devraient pas s'immiscer. Parce qu'ils ne laissent pas la société, si vous voulez, prospérer, qu'elle soit culturelle, politique, dans tous les domaines. Et je rappelle encore une fois le baromètre essentiel, Khoya Nasser, ne l'oublions pas, qu'à ce jour encore, il y a des milliers d'Algériens qui rêvent de prendre le beauté. Ça, c'est un signe de malaise profond dans la société. Et ce ne sont pas les chiffres farfelus de Tebboune. Je ne sais pas s'il y croit ou pas à ce qu'il dit. Peut-être qu'on lui présente des choses qui lui échappent. Mais ce ne sont pas ces déclarations intempestives qui ne riment à rien qui vont ramener l'espoir aux Algériens. Parce que les gens voient la réalité des choses. Et moi, mon souhait, et je le dis d'une façon solennelle, c'est que tous, que ce soit ce qu'on appelle Mu'arada, Hirak, que ce soit même les gens qui sont actuellement dans ce pouvoir, se disent: prenons le temps. On a tout essayé. Vous avez essayé la répression, vous avez essayé le mensonge, vous avez essayé la gabégie, vous avez tout essayé. Ça ne marche pas. Rendez-vous à l'évidence. Asseyez-vous avec tous les Algériens. Discutons d'une transition dans la sérénité, dans la paix, dans la clairvoyance, dans le débat intellectuel, dans le débat politique, pour penser ce que sera l'Algérie de demain, selon ce qu'a voulu le Hirak de 2019. Et c'est ça le message que tous les Algériens, les patriotes, les nationalistes sincères doivent travailler vers ce but. J'espère avec tout le monde, mais je crains que cette Isaba qui reste encore, et je ne dis pas Isaba parce que c'est pour l'attaquer, il y a encore une gangrène dans ce régime. Elle est peut-être dans leurs esprits, dans leur comportement, peut-être c'est une peur. Arrêtez d'avoir peur de votre peuple. Celui qui fait une publication, pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi est-ce qu'il doit signer à chaque fois? Pourquoi on lui dit ne parlez pas? Aujourd'hui, peut-être sa participation à des missions, ça va lui coûter encore. Laissez les Algériens s'exprimer, ce sont des citoyens. Ils ont des droits immuables. Et c'est aussi ce message que j'espère qu'il y ait des gens, même au sein de ce pouvoir, vous allez mener ce pays à la catastrophe avec cette vision complètement dévoyée de la situation et ces jeux d'une autre époque qui sont dépassés. Très bien. C'est Mourad parce qu'on est pressé par le temps. Karim Naitou Slimane, ce deuxième mandat d'Ahmadou Tebboune, est-ce qu'il acte la continuité du système, donc du statu quo, ou bien au contraire le retour du Hirak imminent? Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'on peut réellement parler de statu quo.
et tous les observateurs, tous les analystes, les militants, tous ceux qui s'intéressent à la vie politique algérienne savent très bien qu'il ne s'agit plus de statu quo. Il y a un cap qui a été franchi. Je pense, en ce qui concerne le système, le régime, je pense qu'ils sont réellement, qu'ils sont entrés dans une période de déchéance, hein, d'effondrement progressif, mais dont l'issue est certaine et prévisible. Et je pense d'ailleurs que ce régime, en fait, ceux qui sont au pouvoir, en ayant recours à la répression et à la fraude éhontée, pour anticiper le retour du Hirak, pour anticiper aussi sur l'éventualité d'un effondrement du système, en réalité ont précipité. Ils sont en train de précipiter d'abord le retour du Hirak et ensuite la possibilité, l'éventualité d'un effondrement total du système. Et moi, je préfère toujours parler de l'option la plus positive qui est le retour du Hirak. Parce que, n'oublions pas, ça a été précisé, le Hirak, c'est un mouvement de salut national. C'est un mouvement de salut national qui a rappelé, déjà qui s'est référé au fondement de novembre, évidemment, de la Sommam de novembre, hein, qui ont été les ciments de cette Algérie indépendante. Donc ces références historiques sont très saines, mais aussi le projet et la vision, c'est une vision d'unité nationale pour la sauvegarde de l'Algérie. Et donc, et même lorsqu'on entend les intervenants, lorsqu'on entend les opposants, les figures du Hirak, et encore une fois, quelle que soit leur obédience idéologique, quelle que soit leur orientation, quelle que soit leur... On voit très bien, et j'ai remarqué maintenant de plus en plus, même le retour d'un appel vers des officiers intègres qui sont dans le système, parce que nous n'excluons pas l'existence, et même nous sommes certains de leur l'existence de cette partie de ces officiers intègres, honnêtes et compétents, patriotes, parce que nous refusons de croire que une armée de 500 000 personnes est entièrement corrompue, parce que ça serait la catastrophe et ça serait le grand signe de l'effondrement. Hein? Donc nous lançons à chaque fois un appel au retour à la raison, pour les uns et pour les autres. Lorsqu'on analyse le discours de l'opposition, on voit bien qu'il s'agit d'un discours de sauvegarde, d'un discours patriote qui essaye de sauver ce qui peut encore être sauvé. Et lorsqu'on voit par contre comment ce régime se durcit, on comprend que déjà ce sont peut-être ces dernières heures, mais le terme heure est à prendre bien sûr sur l'échelle de l'histoire évidemment, donc on sent qu'il s'approche de sa fin, mais on sent aussi qu'à l'intérieur il y a quelques volontés. Moi quand je parle avec les uns et les autres, je sens qu'il y a certains qui pensent que c'est bon, depuis 62, ça n'a pas marché, ce système. Les Algériens ne se gouvernent pas de cette manière. L'Algérie ne peut pas être gouvernée de cette manière. Il est temps maintenant d'aller vers une transition apaisée, une transition négociée, pour aller vers une véritable réconciliation nationale, parce que nous avons lorsque nous écoutons, et je termine sur ça, lorsque nous écoutons le discours de l'opposition, on le voit, on voit que même sur les dossiers les plus critiques et les plus difficiles, qui sont la grande corruption et le dossier des années 90, nous voyons que le discours de l'opposition est un discours opposé. Donc maintenant, il est temps d'ouvrir le débat d'une manière opposée pour réfléchir patriotiquement à cette transition apaisée que souhaitent tous les Algériens. Barakallahu fik. Merci Karim. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on est pressé par le temps. Je laisse le mot de la fin à Karim Tabou. Karim Tabou, ses appels à la raison face à la situation délicate que vit notre pays. Est-ce que vous pensez que ces appels seront écoutés? Karim Tabou?
Est-ce qu'il était avec nous, Karim Tabou? Ah. Je pense qu'on a perdu Karim Tabou. Malheureusement, donc, on est à la fin de cette émission. On aurait aimé avoir son avis par rapport à cette question. Je remercie mes invités. Dr Mourad Dina, qui était avec nous depuis Genève, membre du secrétariat Mouvement Rachid, qui était avec nous via Skype. Merci à vous, Dr Dina. Merci aussi à Dr Karim Naitou Slimane, enseignant, chercheur, militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci à Karim Tabou, opposant politique. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha. Voilà.